Chers amis, la Russie n'a jamais refusé les négociations. Et je voudrais vous rappeler quelque chose. Attirer votre attention sur le fait qu'avec l'aide du président Erdogan, la Turquie avait accueilli toute une série de négociations entre la Russie et l'Ukraine, afin de développer, d'instaurer un début de confiance et de préparer le texte d'un traité. Et nous n'avons jamais convenu avec la partie ukrainienne que cet accord serait confidentiel. Et jusqu'ici, nous ne l'avons jamais montré, ni même commenté. Or, ce projet de traité a été paraphé par le chef du groupe de négociation de Kiev. Il y a apposé sa signature. Ça existe. Ça existe. Ce traité s'appelait « Traité de neutralité permanente et de garantie de sécurité de l'Ukraine ». À propos de la garantie dont vous avez vous-même parlé, cher président de la République d'Afrique du Sud, il y a 18 articles. Et je vais même vous dire, il y a un protocole additionnel qui s'applique aux forces armées et touche bien d'autres choses. Tout y est expliqué. Jusqu'à la quantité d'unités, d'équipements militaires. Voici le document, il est paraphé par la délégation de Kiev. La signature, elle est là. Alors à l'époque, comme promis, on avait retiré les troupes de la région de Kiev. Ils ont tout jeté à la poubelle. Cet accord, cette phase de négociation, on le savait depuis longtemps. Naftali Bennett, l'ancien Premier ministre israélien, avait expliqué qu'il avait joué un rôle d'intercesseur. Et puis Erdogan et le ministre turc des Affaires étrangères avaient également confirmé les faits, puisque les négociations s'étaient tenues à Ankara. Et finalement, qui est-ce qui a fait capoter tout cela? C'est Boris Johnson, puisque on sait depuis finalement près d'un an et demi que les négociateurs ukrainiens et russes en étaient à la 7e ou 8e version, je ne me souviens plus exactement, de cet accord. Ça veut dire que pendant un mois et demi, ils avaient négocié entre eux et que dès que l'accord a failli être signé, Boris Johnson s'est précipité à Kiev, a fait des pressions terribles sur Zelensky en lui disant « Ne signez pas, continuez la guerre, nous vous aiderons autant qu'il faudra, ne faites pas ce cadeau à Poutine et à la Russie ». Et très directement, bien sûr, avec l'accord des États-Unis, eh bien Boris Johnson, Zelensky et leur maître américain ont décidé de continuer le combat. Comme vous le disiez, ça a entraîné des centaines de milliers de morts des deux côtés. Ça n'a aucun sens de discuter avec les Ukrainiens parce que ils sont manipulés par Londres et Washington comme les poupées marionnettes, et tous les négociations qu'on a essayé d'entamer au début de l'opération spéciale, ils ont échoué à partir du moment quand Washington a dit que pas de négociation, vous devez gagner sur le champ de bataille, comme a dit M. Borrell. Alors on va voir. On va voir qu'est-ce qu'ils vont, s'ils vont gagner sur le champ de bataille, les Ukrainiens, avec tout le soutien de l'OTAN, avec tout le soutien des Européens, avec toute la solidarité, avec une douche une fois par semaine pour toute l'Europe, sans gaz, sans pétrole, avec l'inflation de 12-15%. On va très bien voir comment les Ukrainiens vont gagner. Et à partir du moment que nous, on gagne, on va négocier avec des Européens. Pas avant. Nous sommes prêts. Mais si vous ne voulez pas, alors d'abord champ de bataille et après la table de négociation. Bonjour chers amis. Je partage avec vous l'analyse pertinente d'Éric Denessé, spécialiste français du renseignement et de l'intelligence économique et directeur du Centre français de recherche sur le renseignement, concernant les négociations entreprises pour la paix en Ukraine, qui ont malheureusement été ignorées. Nous reviendrons également sur les propos révélateurs de Piotr Tolstoï, vice-président de la Douma d'État. N'oubliez pas d'aimer et de partager la vidéo autour de vous. À la fin, partagez avec nous vos avis en commentaire. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne pas manquer notre analyse ainsi que les leçons d'excellence sur lesquelles nous voulons attirer votre attention. Allons-y. Et aujourd'hui, alors, on en avait parlé à plusieurs reprises, plusieurs personnes en avaient parlé, il y avait eu, Poutine lui-même l'avait évoqué, mais aujourd'hui, le journal allemand Die Welt s'est procuré le texte d'un accord, suite à des négociations, d'un accord de paix, en tout cas des négociations entre l'Ukraine et la Russie, qui aurait dû être signé
il y a exactement 2 ans, en avril 2022. Moins de 2 mois après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Éric Dénessé, bonjour. Et bonjour. Vous êtes directeur du Centre français de recherche sur le renseignement, on vous accueille toujours avec plaisir. Dites-moi, vous avez pris connaissance, le Figaro aussi l'a publié hier, mais on en parlait depuis assez longtemps de cet accord qui, quand on le lit, enfin je l'ai lu et puis beaucoup d'autres, paraît quand même, au regard de ce qui se passe aujourd'hui en avril 2024, paraît quand même assez intéressant. À l'heure où, et on va faire évidemment avec vous le tableau, à l'heure où effectivement ça continue, l'offensive continue plus que jamais, les Russes sont aux portes de Kharkov. Alors Blinken, le secrétaire d'État des États-Unis, vient d'arriver en disant mais nous continuons l'aide, etc. À l'heure où effectivement les mots n'ont plus de sens et les sens ont changé de mots. Éric Dénessé, qu'en pensez-vous? D'abord, comme vous le disiez très justement, cet accord, cette phase de négociation, on le savait depuis longtemps. Oui. Naftali Bennett, l'ancien Premier ministre israélien, avait expliqué qu'il avait joué un rôle d'intercesseur. Et puis Erdogan et le ministre turc des Affaires étrangères avaient également confirmé les faits, puisque les négociations s'étaient tenues à Ankara. Et finalement, qui est-ce qui a fait capoter tout cela? C'est Boris Johnson, puisque on sait depuis finalement près d'1 an et demi que les négociations ukrainiens et russes en étaient à la 7e ou 8e version, je ne me souviens plus exactement, de cet accord. Ça veut dire que pendant 1 mois et demi, ils avaient négocié entre eux et que dès que l'accord a failli être signé, Boris Johnson s'est précipité à Kiev, a fait des pressions terribles sur Zelensky en lui disant ne signez pas, continuez la guerre, nous vous aiderons autant qu'il faudra, ne faites pas ce cadeau à Poutine et à la Russie. Et très directement, bien sûr, avec l'accord des États-Unis, eh bien Boris Johnson, Zelensky et leur maître américain ont décidé de continuer le combat. Comme vous le disiez, ça a entraîné des centaines de milliers de morts des deux côtés. Donc voilà, ce qui est intéressant aussi aujourd'hui, c'est savoir qui a transmis ce document à Die Welt, le journal allemand, parce que ça ne peut être finalement que l'un des deux protagonistes, soit les Russes qui aujourd'hui veulent faire sortir l'affaire en montrant que finalement ils étaient bien sûr prêts à terminer le conflit au bout de 6 semaines, soit l'entourage de Zelensky lui-même, j'ai du mal à le croire. Voilà, tout ça est pour l'instant encore assez flou, mais c'est quand même une preuve évidente de la volonté qu'avaient les deux partenaires de cesser le combat le plus vite possible. Alors Éric Dénessé, quand vous parlez de Boris Johnson, je pense que Boris Johnson tout à fait mandaté, sinon mandaté, du moins avec l'accord de Joe Biden et du gouvernement américain. Oui, bien sûr, mais il ne faut pas oublier une chose, de tous les pays occidentaux, ce sont les Britanniques les plus bellicistes et les plus va-t-en-guerre. Il y a une russophobie très marquée en Grande-Bretagne depuis très longtemps, depuis la guerre froide. Ils sont même plus anti-russes que ne le sont les Polonais qui ont connu des massacres terribles de la part de l'armée rouge. Et pourquoi sont-ils aussi anti-russes, les Anglais ? J'ai envie de dire, c'est quasiment atavique depuis le début du communisme dans les années 17-18. D'accord. Et ils veulent aussi se venger de ce qu'ils considèrent être comme des actions des services russes sur le territoire britannique. Alors, ce qui se passe aussi, c'est que les Américains, on le sait également, ont signé conclu, ça n'a pas été signé, une espèce d'accord de non-agression entre services, c'est-à-dire que William Burns, le patron de la CIA, s'est rendu dès le début du conflit à Moscou pour définir les règles avec les Russes que les uns et les autres ne transgressaient pas. Mais les Américains utilisent les Britanniques pour transgresser ces règles. Et voilà, c'est-à-dire les Britanniques se sentent protégés parce que c'est le premier allié des États-Unis et vont plus loin que les Américains. Et dans cette affaire-là, Boris Johnson l'a montré une nouvelle fois. Encore une fois, comme vous le disiez, il était évidemment mandaté et appuyé par Washington. Alors, ce qui est étonnant, vous avez lu comme moi, effectivement, ce qu'a révélé Die Welt, enfin, en tout cas le texte, le document de 17 pages, effectivement. Est-ce que vous estimez, Éric Dénessé ou pas, que par rapport à la situation que l'on connaît aujourd'hui, la situation sur le terrain, on en parle, tout le monde en parle du matin au soir, du soir au matin, mais surtout, est-ce que cet accord-là, pour vous, s'il avait été signé, et si aujourd'hui il était signé, pure hypothèse bien sûr, est-ce qu'il est encore plus avantageux pour les Ukrainiens que si aujourd'hui, avec les lignes de front telles qu'ils sont? C'est-à-dire que, est-ce que cet accord, encore une fois, par pure hypothèse, tiendrait aujourd'hui encore mieux qu'hier? C'est difficile à dire. D'abord, tout accord est bon à prendre pour mettre une fin à une guerre et à ces massacres, c'est évident. Mais cet accord était en somme finalement
assez favorable aux Ukrainiens. Pourquoi? Parce que les Russes ont connu quelques échecs et de nombreux déboires dans leur opération spéciale en février et mars 2022. Oui. Ils s'attendaient, eux ne voulaient pas d'une opération longue, ils ne voulaient pas envahir l'Ukraine comme on nous a essayé de le faire croire, et donc eux-mêmes avaient un intérêt réel et manifeste de mettre un terme à ce conflit, et notamment parce qu'on sait que Poutine voulait aussi clairement regarder ce qui n'avait pas marché dans les opérations et ce qui avait un petit peu ce qui avait contredit sa stratégie initiale. Et donc cet accord finalement aurait été, je dirais, la moins mauvaise des solutions. Oui. Appliqué aujourd'hui, il serait tout aussi valable, mais je dirais il était encore plus favorable aux Ukrainiens à l'époque qu'il ne le serait aujourd'hui, puisque Aujourd'hui, oui. le fait justement que Britanniques, Américains et Occidentaux au sens large aient fait capoter ces négociations, ça n'a fait que renforcer les Russes dans leur volonté et dans leur perception que l'Occident était prêt à tout pour les affaiblir, et donc ils ont changé leur stratégie, et Oui. donc ils sont rentrés dans une logique de guerre longue au fur et à mesure, et ils sont prêts à de moins en moins de concessions avec l'Ukraine et avec l'OTAN. Et on l'a vu avec les déclarations de Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, en disant non, on ne veut pas négocier à Genève, c'est pas le moment de la négociation. Aujourd'hui, en tout cas, vu ce qui se passe, il l'affirme. Et ce qui est intéressant, vous voyez, c'est très intéressant parce que quand on voit le texte de cet accord, Kiev renonçait à toute appartenance à l'alliance militaire, ce qui aurait écarté toute possibilité d'adhésion du pays à l'OTAN. Et puis, en revanche, selon l'article 3 du document, encore une fois, document qui n'a pas été signé, bien sûr, on le sait, rien ne s'opposait à l'adhésion de Kiev, donc de l'Ukraine, à l'Union européenne. Et si vous regardez bien tout ce qu'il y a dans cet accord, c'est ce que demandaient les Russes bien avant le conflit. Si les Américains avaient pris en considération les demandes de sécurité de la part de Moscou, le conflit n'aurait jamais commencé. Et encore une fois, ce qu'il y a dans cet accord, c'est exactement ce que les Russes avaient demandé. Une forme de neutralité de l'Ukraine, pas de forces étrangères stationnées sur son territoire, pas d'adhésion à l'OTAN, mais finalement un feu vert pour que l'Ukraine adhère à l'Union européenne, ce qui d'ailleurs est une concession énorme de la part des Russes, parce que souvenons-nous qu'en 2014, lorsque le président Yanukovych a été renversé, c'est parce qu'il avait choisi un accord économique avec Moscou au détriment des propositions européennes. Donc ça veut dire que Poutine faisait vraiment à ce moment-là une concession majeure. Les Ukrainiens en auraient bien sûr tiré parti beaucoup plus vite, parce qu'aujourd'hui c'est un pays qui est totalement à reconstruire et qui n'est pas prêt d'adhérer à l'Union européenne. Bien sûr. Et c'est pour ça que c'est vrai, hein, on dit toujours les ratés de l'histoire, et là ce n'est pas nouveau. Au fond, aujourd'hui, Éric de Nessé, est-ce qu'on n'est pas arrivé à une situation de blocage? Parce que l'impression qu'on a, encore une fois, on va pas jouer les prophètes ou les futurologues, mais on a l'impression, et j'aimerais beaucoup avoir votre sentiment là-dessus, que ça va encore se prolonger. Les Russes ont intérêt à une guerre d'attrition. Les Ukrainiens essayent de faire contre mauvaise fortune, même pas bon cœur. Les Occidentaux attendent des élections américaines. Est-ce qu'aujourd'hui, la situation n'est pas bloquée, en tout cas pour un certain temps, à votre avis? Oui, vous avez raison, la situation paraît bloquée au moins jusqu'aux élections américaines, mais les seuls qui ont un véritable intérêt à ce que ce conflit se poursuive, ce sont les Américains. Les Russes n'y ont pas intérêt, les Ukrainiens encore moins. Nous, Européens, nous ne faisons que suivre et que subir la politique américaine. Finalement, une guerre de longue durée, peut-être, les Russes s'y préparent parce qu'on les a poussés dans cette situation. Ouais. Mais sur le terrain, ils n'avancent pas tant que ça. Depuis quelque temps, on parle beaucoup des percées russes, mais elles ne sont finalement pas beaucoup plus significatives que les avancées de la contre-offensive ukrainienne d'il y a quelque temps. Ouais. Les Russes n'ont pas les moyens de mener une guerre et de percer le front de manière importante, parce que qu'est-ce qu'ils feraient s'ils envahissaient des régions entières de l'Ukraine? Ils ne pourraient pas les tenir. Bien sûr. Donc, on a un front qui bouge un petit peu, mais les percées, c'est quelques kilomètres, quelques hectares. C'est pas si... Sauf qu'Éric de Nessé, ils ont la population et la profondeur par rapport à l'Ukraine, même si l'Ukraine est peuplée. Bien sûr, mais leur but n'est pas d'envahir l'Ukraine, c'est de libérer le Donbass, de s'arrêter sur les acquis qui sont les leurs. Ils ont la profondeur stratégique, oui, la population aussi comparée à l'Ukraine, mais pas comparée à l'OTAN, donc ça ils le savent. Tout à fait. Alors, dernière question, Éric de Nessé, quid de l'Europe? Quid de nous? Parce que comme vous l'avez dit à un moment donné, on a l'impression, et ce n'est pas seulement une impression, que l'Europe a suivi, l'Angleterre effectivement en premier, on le sait, mais nous Français, nous Européens, actuellement, on attend, on est en train de regarder les balles, et puis on contribue avec l'embargo, avec tous les effets secondaires, si on peut dire, que nous subissons. Ça va, et pour nous, ça va durer parce que nous ne sommes pas maîtres du jeu et des horloges.
sûr, et puis on voit en plus les dissensions au sein de l'Europe de plus en plus importantes. Emmanuel Macron continue, pardonnez-moi, mais ces pitreries sur l'envoi de troupes en Ukraine qui ne créent aucune ambiguïté stratégique puisque les Russes ont clairement dit qu'ils cibleraient des forces françaises. Les Allemands, bien sûr, ne sont pas d'accord. Beaucoup d'autres acteurs, et notamment il y a eu des remontrances extrêmement dures de la part de Salvini à l'égard de Macron. Oui. En même temps, on voit paradoxalement Olaf Scholz se dire qu'il est prêt à déployer une brigade en Lituanie pour empêcher une invasion russe dans ce pays. Il y a aussi des intérêts économiques allemands très importants derrière cela. Voilà. Et puis les Britanniques qui poussent et qui poussent, encore une fois, se sont vus eux aussi renvoyés dans leur but assez violemment par Moscou, puisque les Russes ont dit qu'ils étaient prêts à frapper les intérêts britanniques sur le sol ukrainien et au-delà, ce qui est un message très fort pour Londres, qui se croit suffisamment éloigné du théâtre des opérations pour continuer un certain nombre d'actions anti-russes. Donc, bien sûr, une Europe qui n'a pas les moyens de faire la guerre à l'Ukraine. Et si l'arrêt de l'aide américaine avait lieu, les Européens sont incapables d'aider l'Ukraine à maintenir la ligne de front. Donc tout ça est malheureusement extrêmement négatif pour Kiev. Et on peut dire, et c'est ça qui est quand même assez terrible, que peut-être on aurait pu arrêter ça il y a 2 ans. Et c'est quand même dramatique quand on sait effectivement les dégâts humains, les dégâts économiques, en tout ce qui a été. Merci Éric de Nessé. Je rappelle que vous êtes directeur du Centre français de recherche sur le renseignement. Pourquoi la diplomatie a échoué le 24 février 2022 ? Merci pour l'intérêt et pour les questions, parce que moi je suis peut-être un des pas nombreux à croire à la continuation d'un dialogue franco-russe, mais malheureusement, la diplomatie a échoué parce que l'Occident, les États-Unis et l'Union européenne, ils ont pensé qu'après la guerre froide, c'est fait, le monde sera basé sur les règles occidentaux et que personne, sauf les Américains et les Européens, ne va pas rien faire, rien dire, ne va pas faire la politique dans l'Europe. La Russie a été préoccupée par les questions de sécurité. À plusieurs reprises, Poutine, le président russe, a proposé à l'OTAN, aux présidents des pays de l'Union européenne, aux présidents des États-Unis, le dialogue. Parce que pour nous, les problèmes de sécurité étaient très sensibles, car après le coup d'État de 2014 en Ukraine, on a commencé à construire une espèce de anti-Russie qui était complètement, diamétralement opposé à tout ce que faisaient les Russes, et notamment il y avait plein de problèmes à l'intérieur de l'Ukraine avec les Russes, avec les 20 millions des Russes qui ont été privés de leur langue, privés de la possibilité d'avoir une éducation en russe, poursuit en fait pour ses idées sur l'histoire de l'Ukraine, etc. Mais à part tout ça, il y avait toujours la proposition de la Russie de discuter l'élargissement de l'OTAN, les problèmes de sécurité à cause de militarisation de l'Ukraine, parce que non seulement les conseillers militaires, non seulement les bases militaires, mais aussi la perspective d'avoir les bases de l'OTAN sur les territoires ukrainiens, pour nous, c'est une menace vitale. Comme vous le savez, le monde, la sécurité mondiale est basée sur la concept de puissances nucléaires qui en fait n'utilisent pas l'arme nucléaire, qui seulement préservent le balance de menaces nucléaires. Par exemple, pour nous, le déplacement des missiles nucléaires américains sur le territoire ukrainien, ça réduisait la possibilité de notre réponse en cas de l'attaque par les missiles nucléaires. Évidemment, on en parle d'une façon, on en parle là maintenant comme théorie, mais pour les spécialistes militaires, pour ceux qui animaient les négociations autour de la détente à l'époque, avec la fin de l'Union soviétique, les négociations avec la Russie et l'Ukraine à Budapest, etc., tous ces problèmes, ils sont bien connus. L'Occident a ignoré la préoccupation de la Russie. L'Occident a pensé qu'il va, voilà, que le monde est fait, que tout est fait, que les règles du jeu établies par l'Occident, je ne parle pas des normes
de droit international, mais justement des règles du jeu sur lesquelles qui toujours mentionnent les Américains et les politiciens de l'Union européenne que voilà, ça serait comme ça, comme nous on a décidé. Et alors les Russes, ils sont mécontents, mais peu importe, on fonce, on continue élargir le temps, on continue mettre les bases à frontières, etc. Donc, à plusieurs reprises répétées, la proposition a été ignorée. C'est pour ça que la diplomatie a échoué. J'ai envie de vous demander, c'est peut-être plus une question vers un journaliste qu'un homme politique. Pourquoi, selon vous, toute annonce faite par la Russie, notamment sur le sabotage de Nord Stream au début, là, en ce moment, sur l'utilisation potentielle de la bombe nucléaire dite sale en Ukraine, pourquoi cette annonce, chaque fois, est inaudible en Occident? On ignore. On ne peut pas parler. On dit que ce sont les Russes. On ignore parce que il y a le cliché, il y a le système des clichés anglo-saxons sur la propagande de Poutine. Donc tout ce que disent les Russes, c'est la propagande de Poutine. Il y a le franco-russe, c'est aussi la propagande de Poutine pour tout est la propagande de Poutine, en fait. Et donc la Russie, c'est en fait la plus grande pays de l'Europe. L'Union européenne, c'est un petit morceau du continent par rapport à la Russie. Si les Européens ne veulent pas entendre ce que pensent les Russes, ce qu'ils disent les Russes, les préoccupations sur la sécurité, les préoccupations sur le sabotage de Nord Stream, sur les laboratoires bio sur le territoire ukrainien, etc. Alors tôt ou tard, ils seront obligés de résoudre tous ces problèmes. Là, on est très bien quand il y en a 47 pays qui sont contre la Russie, et voilà, ils sont contre la Russie, ils construisent l'opinion publique anti-russe. Mais la réalité, c'est pas ça. Réagir à cette réalité, ça serait peut-être la tâche la plus difficile pour les futurs politiciens européens. Après la fin de l'Union européenne, après le départ de tous ces politiciens d'aujourd'hui qui vont se retrouver dans la poubelle de l'histoire à cause de leur position contre la Russie, à cause des sanctions illégitimes qui sont aujourd'hui établies, 11 000 sanctions. 11 000 sanctions contre la Russie. Mais nous, on s'en fout. L'économie russe fonctionne. On va gagner cette guerre parce que les pays nucléaires ne perdent pas les guerres, comme vous le savez. Et tôt ou tard, les Européens vont découvrir un nouveau monde, une nouvelle Europe. Ils vont découvrir la nécessité de dialogue. Et à ce moment-là, ils ont détruit déjà tous les mécanismes de dialogue. Ils ont refusé toutes les tentatives de discuter les problèmes tranquillement par les diplomates, par les parlementaires, par tout le monde. On est tous sanctionnés, on ne peut pas aller en Europe, tant pis. Mais tôt ou tard, ça peut être à la frontière polonaise, ça peut être au Berlin, ça peut être à Paris. Mais on va discuter les problèmes de sécurité de l'Europe, le futur de l'Europe. Et vous allez voir, à ce moment-là, les gens qui ont l'idée d'ouverture, l'idée de dialogue, seront bien à la table, contrairement à ceux qui aujourd'hui passent tous ces clichés anglo-saxons sur les méchants russes et agresseurs Poutine qui a bouleversé le monde et qui donc a fait autant de mal au continent européen. À plusieurs reprises, le ministre des Affaires étrangères russe a dit que les Russes officiels sont prêts à discuter. Mais on a l'impression qu'à l'Occident, il n'y a pas assez d'hommes ou femmes pour pouvoir vraiment porter cette voix de l'Europe en face de la Russie. Qui est cet homme ou cette femme politique en Europe que vous connaissez peut-être et qui serait capable de se mettre à table de négociation? Peut-être ancien politique s'il n'y en a pas parmi les politiques actuels. La Russie est prête à discuter. À mon avis, malheureusement, les Européens ont complètement perdu leur souveraineté et leur capacité de discussion avec la Russie à partir du moment quand ils ont, suite aux États-Unis, ont repris les sanctions contre la Russie et cette espèce de boycott contre la Russie. Donc, parmi les politiciens qui sont aujourd'hui au pouvoir, il n'y a pas les politiciens qui vont discuter le futur de l'Europe, ça c'est sûr. Nous, on a le temps devant nous, tandis qu'eux, ils ont très peu de temps, tous ces gens-là. Ils ont leur mandat limité, très, très court. Et donc, bientôt, on verra des nouveaux, on va peut-être discuter avec eux. Nous, on est prêts à discuter, mais en fait, ça n'a aucun sens de discuter avec les Ukrainiens, parce qu'ils sont manipulés par Londres et Washington comme les poupées marionnettes, et tous les négociations qu'on a essayé d'entamer au début de l'opération spéciale, ils ont échoué à partir du moment quand Washington a dit que pas de négociation, vous devez gagner sur le champ de bataille, comme a dit M. Borrell. Alors, on va voir
On va voir s'ils vont gagner sur le champ de bataille les Ukrainiens, avec tout le soutien de l'OTAN, avec tout le soutien des Européens, avec toute la solidarité, avec une douche une fois par semaine pour toute l'Europe, sans gaz, sans pétrole, avec l'inflation de 12-15%. On va très bien voir comment les Ukrainiens vont gagner. Et à partir du moment que nous, on gagne, on va négocier avec des Européens. Pas avant. Nous sommes prêts. Mais si vous ne voulez pas, alors d'abord champ de bataille et après la table de négociation. Chers amis, que pensez-vous des difficultés de paix en Ukraine ? Selon vous, qu'est-ce qui permettra d'aboutir à la paix qui semble de plus en plus impossible ? Le président russe accepterait de négocier si Kiev retirait ses troupes de 4 de ses régions et renonçait à l'OTAN. Des propositions qui se heurtent au bon sens, aux yeux des représentants de l'Ukraine et de l'OTAN. Vladimir Poutine a déclaré vendredi 14 juin qu'il négociera avec l'Ukraine en cas de retrait des forces ukrainiennes des 4 régions qu'il revendique et lorsque Kiev aura renoncé à rejoindre l'OTAN, balayant le sommet pour la paix organisé en Suisse et auquel Moscou n'a pas été invité. Dès que Kiev commencera le retrait effectif des troupes, des régions de Donetsk, Lugansk, Kherson et Zaporizhia, et qu'elle notifiera l'abandon de son projet d'adhésion à l'OTAN, nous donnerons immédiatement, à la minute même, l'ordre de cesser le feu et d'entamer des négociations, a dit Poutine face au cadre du ministère russe des Affaires étrangères. Ces revendications constituent de facto une demande de reddition de l'Ukraine, dont l'objectif est de maintenir son intégrité territoriale et sa souveraineté. Détourner l'attention du monde. Poutine a proclamé en septembre 2022 l'annexion des 4 régions de l'Est et du Sud de l'Ukraine, en plus de celle de la Crimée en 2014. Vladimir Poutine a précisé que l'Ukraine devait remettre à la Russie tous ses territoires, alors même que Moscou ne les occupe que partiellement. Il a aussi dénigré le sommet pour la paix, dont la Russie a été exclue, prévu en Suisse les 15 et 16 juin à l'initiative de l'Ukraine, y voyant un stratagème pour détourner l'attention de tout le monde, des vrais responsables du conflit qui sont, selon lui, les Occidentaux et les autorités de Kiev. À cet égard, je veux souligner que sans la participation de la Russie et sans un dialogue honnête et responsable avec nous, il est impossible de parvenir à une solution pacifique en Ukraine et à la sécurité de l'Europe en général, a insisté le président russe. Revendications irrecevables pour l'Ukraine et l'OTAN. Les revendications du président russe Vladimir Poutine se heurtent au bon sens, a réagi vendredi Mikhailo Podolyak, conseiller à la présidence ukrainienne. Il faut se débarrasser de ces illusions et cesser de prendre au sérieux les propositions de la Russie qui se heurtent au bon sens, a-t-il jugé sur X. Jens Stoltenberg, secrétaire général de l'OTAN, a quant à lui affirmé à Bruxelles que l'offre de Vladimir Poutine n'est pas de bonne foi. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a rejeté vendredi l'ultimatum, à la Hitler, du président russe Vladimir Poutine qui exige de Kiev l'abandon de territoires en échange de pourparlers de paix, dans un entretien à la chaîne d'information italienne Sky TG24. Poutine veut que nous cédions une partie de notre territoire occupé mais il veut aussi ceux qui ne sont pas occupés, a déclaré Zelensky en marge du sommet du G7 en Italie. Ces messages sont des messages d'ultimatum. Hitler faisait la même chose, quand il disait « Donnez-moi une partie de la Tchécoslovaquie et on en reste là », mais non, ce sont des mensonges. Les entretiens d'Éric Desséné et de Piotr Tolstoï partagent des critiques communes à l'égard de l'Occident et de ses politiques. Tous deux soulignent l'inefficacité des sanctions contre la Russie et leur impact plus néfaste sur l'Europe. Desséné et Tolstoï mettent en avant la capacité de la Russie à s'adapter et à renforcer ses relations avec d'autres puissances comme la Chine. Tolstoï insiste particulièrement sur la manipulation de l'Ukraine par les États-Unis et l'Europe, tandis que Desséné se concentre sur les conséquences économiques des sanctions. Ensemble, ils peignent un tableau où la Russie, malgré les pressions occidentales, trouve des moyens de se renforcer et de réaffirmer sa position sur la scène internationale. À partir des propos d'Éric Desséné et de Piotr Tolstoï, voici quelques leçons d'excellence qui peuvent être appliquées dans la vie personnelle et professionnelle. 1. Capacité d'adaptation et résilience. La Russie, selon Desséné et Tolstoï, fait preuve d'une grande capacité d'adaptation face aux sanctions et aux pressions internationales. Cette capacité à s'ajuster aux circonstances changeantes est essentielle dans tous les aspects de la vie personnelle et professionnelle. Savoir s'adapter aux défis, rebondir après des échecs et trouver des solutions alternatives sont des compétences précieuses. 2. Penser stratégiquement à long terme. Les entretiens mettent en lumière la stratégie à long terme de la Russie, notamment en développant des alliances stratégiques avec d'autres puissances mondiales comme la Chine. Dans la vie professionnelle, avoir une vision à long terme et planifier stratégiquement ses actions peut aider à atteindre ses objectifs de manière plus efficace. 3. Critique constructive des politiques existantes. Les critiques de Desséné et Tolstoï envers les politiques occidentales soulignent l'importance de remettre en question les normes établies et de rechercher des approches alternatives. Dans la vie personnelle et professionnelle, être capable d'analyser objectivement les stratégies et les politiques en place peut conduire à des améliorations significatives et à une meilleure gestion des défis. 4. Souveraineté et autonomie.
Tolstoï insiste sur l'importance de préserver la souveraineté et l'autonomie face aux influences extérieures. Dans la vie personnelle, cela se traduit par prendre des décisions autonomes basées sur ses propres valeurs et objectifs plutôt que de suivre aveuglément les tendances ou les opinions populaires. 5. Persévérance et détermination. La résilience et la persévérance sont des qualités communes à ceux qui réussissent malgré les obstacles. En tirant parti des exemples cités par Décenné et Tolstoï, il est possible de renforcer ces traits pour surmonter les défis personnels et professionnels avec succès. En intégrant ces leçons d'excellence dans votre vie personnelle et professionnelle, vous pouvez développer une approche plus stratégique, résiliente et autonome, qui vous aidera à naviguer efficacement dans un monde en constante évolution. Merci de rester fidèle à notre chaîne et contribuer au débat en commentaire. À très bientôt.